Retour sur le plateau de Politique en compagnie cette fois de Claude Allègre. Bonjour. Vous êtes ancien ministre de l'Éducation nationale de Lionel Jospin et vous venez de publier un livre aux éditions Plomb, La science et le défi du XXIe siècle. Mais avant, puisque c'est la première fois que vous venez dans cette émission et je vous en remercie, petit portrait. Qui est Claude Allègre? Claude Allègre ou l'impossible Monsieur Allègre, brillant géochimiste récompensé par 2 grands prix, mais en politique vous êtes un mammouth dans un magasin de porcelaine, en référence à votre expression désormais célèbre « Il faut dégraisser le mammouth » à propos de l'éducation nationale. Beaucoup diront que vous aviez raison sur le fond, mais tort sur la forme. Vous êtes cash, direct, vous n'aimez pas vous vautrer dans le mainstream, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire la pensée dominante. Toute votre vie, vous avez été en opposition. Vous détestez le compromis, le bof, le tiède, le j'en sais rien. Vous passez pour l'homme des certitudes, mais des certitudes parfois hors des sentiers battus. Être libre a un coût. Et votre franc-parler vous a éloigné du pouvoir alors qu'une porte s'entrouvait sur le palier de Nicolas Sarkozy. Mais vos positions sur le réchauffement climatique ont sans doute refroidi, sans faire de mauvais jeu de mots, le président. Alors on parlait, c'est vous, de vous, effectivement, avant les élections européennes, avant que Daniel Cohn-Bendit fasse ce très bon score. Et on parlait de vous à la tête d'un grand ministère de l'Industrie et de l'Innovation. Que s'est-il passé, Claude Allègre ? J'en sais rien, c'est pas moi qui en ai parlé, donc je n'en sais rien. Et c'est de la... On doit parler de l'avenir, on ne doit pas parler du passé. Le passé, c'est pas intéressant. Non, mais est-ce que, par exemple, effectivement, c'est le score de Daniel Cohn-Bendit qui a fait... Mais j'en sais rien, il faut te poser la question. Je vous demande une analyse personnelle sur ce... On savait que vous aviez envie de retourner au pouvoir. Non, j'avais pas envie. Non, alors c'est pas moi qui ai fait le premier pas. Hein. Je vous dis tout de suite. Non, non. J'ai refusé d'être ministre au début dans la formation du premier gouvernement quand mon ami Bernard Kouchner, par exemple, a accepté. Et donc, j'ai pas fait le... Bon, voilà, c'est tout. Ouais. Ceci étant... Vous ne regrettez rien? Non, non, attendez, je regrette rien. Le réchauffement climatique, je vous donne rendez-vous dans quelques années sur le... Non, non, mais j'en parlerai pas, il n'y a qu'à regarder. Il n'y a qu'à regarder l'hiver dernier, vous allez voir l'hiver prochain et puis on verra. Alors justement, vous prenez, j'explique un peu votre théorie, vous prenez le contre-pied de la théorie sur les causes du réchauffement, vous n'êtes pas un fanatique, comme on dit, de l'effet de serre, vous dites que ce n'est pas avéré que l'activité humaine en soit responsable. Non, mon point, il n'est pas là. Vous avez été cloué au pilori, effectivement, par beaucoup de scientifiques. Non. Pas par beaucoup de la majorité, scientifiques. En tout cas. Mais non, pas la majorité des gens qui travaillent sur le climat, qui sont dans un lobbying. La plupart des scientifiques aujourd'hui qui étudient ce problème à froid, sans faire partie d'un lobbying, ils sont de mon avis. Moi, je pense qu'on ne... Vous avez qu'à le voir. Je pense qu'on ne peut pas prévoir le climat, pas plus qu'on peut prévoir le temps à plus de 5 jours de distance. Vous n'avez qu'à regarder la météo, puis c'est tout. On prévoit le temps à 2 ou 3 jours. Prévoir le climat dans un siècle, c'est une imposture, à mon avis. C'est une imposture scientifique, mais il y a un gang qui s'est emparé de ça et qui prospère, réussit à avoir beaucoup de crédits, à avoir des reconnaissances. C'est un lobby, complètement. Ce sont des chercheurs qui veulent qu'on leur alloue de l'argent et des crédits. C'est ça que vous êtes en train de dire. Et surtout une certaine reconnaissance pour quelque chose qui n'a pas de substance. Mais si vous voulez, si je vous prédis ce qui va se produire en économie dans un siècle et que vous y attachiez de l'importance... ça veut dire que j'ai réussi une grande performance de communication. Vous, d'ailleurs, au début de votre livre, il y a cette citation d'Anaximandre « La science, ce n'est pas croire ce que tout le monde croit ». Je n'ai pas de théorie sur le climat. Je pense simplement que ces théories sont une imposture. Et je pense que ces scientifiques ne sont pas corrects. Alors ce réchauffement, il serait lié à quoi Mais les réchauffements, quel réchauffement? Vous avez vu un réchauffement? Il fait de plus en plus froid. Il a fait froid en 2007, en 2008, en 2009, et donc il faut arrêter de dire ce réchauffement. Il y a un changement climatique. Et moi, j'ai été un des premiers à le dire. Ce changement climatique, c'est des contrastes extrêmement forts. Dû à quoi? Dû à une modification, comme il s'en est produit tout au long des temps géologiques. Vous savez que Greenland... ça veut dire pays vert, et ben ça veut dire Groenland. Donc le Groenland était tout vert. Bon, on a connu une époque où
la neige, la glace, une année sur deux, on pouvait traverser la Seine à pied. Donc, c'est des fluctuations. Et ce que je dis surtout, c'est qu'il faut que l'homme s'adapte et qu'il prenne les mesures pour s'adapter. Or, par exemple, et ça c'est une de mes critiques principales des gens qui ont fait ça, ils occultent d'autres problèmes qui sont extrêmement importants. Le problème de l'eau, le problème de la population, le problème de l'océan. On n'en parle pas, on est entièrement centré sur ce problème. Mais il faut quand même protéger l'environnement. Mais bien sûr, j'ai été le premier à le dire. J'ai écrit un livre en 90 sur ce sujet qui s'appelle « Économiser la planète ». Mais protéger l'environnement, ce n'est pas en mettant des taxes, en mettant des impôts et des interdictions. Alors on va en parler. Mais vous pensez, pour revenir juste sur cette thèse, enfin cette théorie, vous pensez qu'il y a une vérité officielle qu'on nous oblige à gober en quelque sorte? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Et c'est assez caractéristique. Oui, non, mais c'est assez caractéristique d'une attitude qui est une attitude non scientifique d'une part, et en même temps totalitaire. Moi, mon seul défaut, c'est de douter. J'ai le droit de douter, bon sang. Ben non, on me montre du doigt parce que je doute. Oui, je doute. Dans votre livre, vous parlez un moment des écologistes, vous dites que c'est une secte. Oui, bien sûr que c'est une secte. Et une secte qui est de plus en plus dangereuse. Mais qui servirait quels intérêts? Mais des intérêts de fanatisme, comme toutes les sectes. Daniel Cohn-Bendit, c'est un sectaire? Cohn-Bendit, il est un peu à part. C'est pour ça que j'ai accepté de débattre avec lui. Parce que c'est quelqu'un qui est un peu à part par rapport aux écologistes. C'est un écologiste plus évolué. Mais oui, les autres, je débat même pas. La secrétaire des Verts qui dit il faut que les Français s'habituent à payer l'essence plus cher. Mais attendez, l'État prend 80% sur l'essence. Oui. Alors, ils sont bien habitués, les Français, à payer l'essence. Alors justement, cher. cette taxe carbone, Nicolas Sarkozy a fixé le prix qui sera de 17 €. Pour vous, c'est quoi? Ça sert à quelque chose? C'est un compromis politique? Non. Oui, attendez. Le président de la République, il manœuvre, il fait ses trucs. Il a signé le pacte écologique du Hulot dans lequel il y avait la taxe carbone. Donc, il faut bien qu'il fasse quelque chose. La taxe carbone, c'est une taxe qui est inutile sur le plan de l'environnement, parce que même dans les thèses des gens du GIEC, la France ne représente rien, qui est injuste, parce qu'au total, c'est les pauvres qui paieront plus que les riches. Et c'est inopportun. Au moment où la France est en crise, où il y a du chômage, on veut provoquer un peu plus de chômage dans l'industrie automobile. Donc, je pense que c'est inopportun. Je ne change pas. Inopportun, mais vous dites inefficace. Mais inefficace, si c'est que la France qui le fait, ça veut dire qu'il faudrait que ce soit mondial, finalement, que ce soit une taxe mondiale. Pour au moins que ça serve à quelque chose. Moi, je ne suis pas pour le dégagement de gaz carbonique. Non pas pour le climat, mais parce que, par exemple, ça acidifie l'océan. Donc, ce n'est pas une bonne chose. Je travaille personnellement à la séquestration du gaz carbonique, donc le capturer. Mais comment on fait, excusez-moi, si on prend du gaz carbonique et on l'injecte dans le sous-sol, et là, dans des parties où il y a de l'eau, et donc il se transforme en bicarbonate, et il reste, et ensuite il se transforme petit à petit en calcaire, il se minéralise. Mais ça ne sert à rien. La taxe carbone, si on la fait mondiale, mais même européenne mais française, je ne comprends pas. Alors il y a beaucoup de sujets d'actualité dont je veux vous parler, notamment du rapport Stiglitz, du nom du prix Nobel d'économie, mais il n'est pas tout seul, il y a un autre prix Nobel avec lui, il y a Jean-Paul Fitoussi, qui veut inventer une autre croissance et changer de modèle de statistique. Il veut mesurer le bien-être. Alors on peut se poser la question, est-ce que Stiglitz est on va dire, un visionnaire ou c'est un hérétique? C'est les deux. Je pense qu'il veut changer. Il aura beaucoup de mal, mais il a raison. Je pense qu'il veut changer les moyens de mesure de l'économie. C'est une formule ou c'est possible? Eh bien, on va le voir. Cette commission fait des propositions. Il va falloir qu'elle rentre dans les habitudes. Ça va pas être facile parce que moi, je n'ai pas encore lu le rapport, mais je sais un peu ce qu'ils pensent. Je crois qu'ils ont raison sur le fond, absolument.
la manière dont ça sera mis en place, il faut encore attendre. C'est un début d'une très bonne chose. Je ne sais pas si c'est une révolution, mais c'est une très bonne chose. Alors, je passe à autre chose. Encore, puisqu'il nous reste un peu de temps, vous avez passé 35 ans au Parti socialiste, Oui, Claude Allègre. Est-ce que absolument. vous y avez gardé des amis? Oui, bien sûr, oui, bien évidemment. Mais vous vous rendez compte, j'ai été membre de la direction, j'ai été membre du comité directeur, j'ai gardé des tas d'amis. Alors vous n'êtes pas sans... Oui. Mais Et Lionel Jospin, qui est un ami oui, de 40 bien ans. sûr, bien sûr. Il reviendra en politique un jour? Oh non, 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 il ne reviendra pas en politique, mais il donne son avis, il juge les choses. Il a fait de très bonnes choses comme Premier ministre, il donne son avis sur des... Pourquoi il ne reviendrait pas en politique? Pourquoi? Parce que je pense qu'il n'en a pas envie, mais enfin c'est à lui de répondre à ça. Et moi personnellement, j'aurais souhaité. Quand même toujours un petit peu. Il apparaît, il disparaît. Non, il s'intéresse à la politique. C'est un homme qui s'intéresse beaucoup à la politique, qui a une vision de la politique, vous savez, moi je souhaitais qu'il soit le candidat à la dernière élection présidentielle. Donc mon estime n'a pas changé. On peut avoir eu des désaccords sur certains jugements, mais mon estime n'a pas changé ni mon affection pour cet homme. Alors, quand on regarde le Parti socialiste d'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que ce livre qui a mis le feu au Parti socialiste sur les fraudes électorales, lors de l'élection du premier secrétaire à Reims, enfin de la première secrétaire en l'occurrence, est-ce que c'est des dérives, Claude Allègre, que vous connaissiez? Bien sûr. Je réponds sans hésiter. Il y a dans tous les partis politiques, mais dans le Parti socialiste, depuis longtemps, chaque fois qu'il y a un vote qui est un peu serré, on dit qu'on a beaucoup... Il n'y a rien de nouveau dans ce livre. Alors, ce qui rien de nouveau, mais enfin, c'est un peu... Non, c'est prendre un peu les militants pour des imbéciles. Mais non, mais attendez, je ne vais pas défendre les tricheries, mais il n'y a rien de nouveau. Ce qui était difficile, c'est que l'élection de la première secrétaire s'est faite à 102 voix près. C'est ça qui est le vrai problème. Alors, à partir du moment où c'est à 102 voix près, ça veut dire qu'il y a deux camps qui sont à peu près les mêmes. Alors, il a pu y avoir des glissements d'un côté ou de l'autre. Généralement, ce n'est pas les chefs qui font ça, c'est des gens... bon, on peut considérer ça a été l'aboutissement final du TSS, c'est-à-dire du tout sauf Ségolène. On ne voulait pas au Parti socialiste qu'elle accède au pouvoir et à la tête du parti. Oui, mais écoutez, il y avait des fédérations qui étaient pour Ségolène, dans lesquelles il y a des suspicions de manipulation aussi. Donc, bien sûr. Bon, donc il faut être... On exagère. Moi, je suis de ceux je suis parti du Parti socialiste parce que je trouvais qu'il avait perdu son âme. Je pensais qu'on réfléchissait pas assez. Je pensais qu'il n'y avait pas ce que je croyais. Donc, je suis pas suspect. Mais maintenant, je trouve qu'on exagère. Le Parti socialiste, dans le passé, c'était... Non, j'ai pas pitié. Je trouve qu'on exagère. Je trouve qu'on exagère. Le Parti socialiste, il reste un parti, vous verrez aux élections régionales, un parti important en France. Et donc, bon, il y a des querelles de personnes et il n'y a pas de leader qui émerge. C'est pour ça que je regrette que Lionel Jospin n'ait pas été candidat. Parce qu'il était un véritable leader là-dedans. Est-ce que vous pensez que l'homme providentiel ou la femme providentielle existe? Est-ce qu'il peut surgir comme ça, comme un Deus ex machina d'un seul coup? Est-ce qu'un Dominique Strauss-Kahn pourrait traverser l'Atlantique, par exemple? Bien sûr. Il y en a d'autres, sans doute. Il y en a d'autres, mais je suis sûr qu'il y aura un candidat de la gauche en face de Nicolas Sarkozy à la prochaine élection présidentielle. Et à ce moment-là, vous pourriez retrouver votre famille politique? Mon problème n'est pas... Ouais. Moi, je suis rien du tout là-dedans, mais je vous donne... Vous me demandez une analyse. Je vous donne mon analyse. Je voudrais peut-être aussi vous demander votre analyse sur l'attitude de Ségolène Royal dans cette affaire, qui finalement... on a décidé de ne pas porter plainte, elle, directement, d'entrer en justice, mais elle demande à Martine Aubry de le faire. Est-ce que c'est une façon un petit peu de la piéger? Est-ce que c'est une bonne stratégie? Écoutez, je crois qu'elle a bien fait de ne pas porter l'affaire devant la justice, parce que sinon, le Parti socialiste aurait été coupé en morceaux. Donc ça, c'est un acte positif. Naturellement, elle ne peut pas faire autrement que de demander à la première secrétaire de faire la lumière. Bon, mais je pense pas que c'est une grande affaire, personnellement. Est-ce que Ségolène Royal a encore de l'avenir
Ah, écoutez, ça, j'en sais rien. Je lis pas dans le mar de café, mais bon, c'est un... Moi, j'ai été contre sa candidature avant, sans aucune faiblesse. J'ai écrit ensuite un livre pour dire pourquoi. Donc, je n'ai pas changé d'avis sur ses capacités à être le chef de cet État. Ceci étant, elle n'est pas sans qualité et nous verrons bien la Vous suite. faites de la belle langue de bois, mais c'est pas grave. Je ne fais pas de langue de bois. Dans le fond, est-ce que aujourd'hui, j'avais sur le plateau la semaine dernière un des éditorialistes de l'Express qui disait, quand on apprenait ces dérives, qui disait finalement pauvre Parti socialiste. Comment aujourd'hui ce parti peut se relever, doit se relever? C'est une question de vitalité démocratique. Quelle est votre analyse là-dessus? Écoutez, moi j'ai vécu le congrès de Rennes. J'ai même été au cœur de la bataille qu'il y avait au congrès de Rennes. On a écrit des choses épouvantables, le Parti socialiste, etc. Bon, quelques années après, il regagnait des élections. Donc arrêtons de faire blanc et noir. Le Parti socialiste, il a besoin, comme tous les partis sociaux-démocrates, et il n'est pas le seul, à retrouver son identité. Son problème, c'est les alliances. Il a besoin de refaire une doctrine. Pourquoi? Parce que la social-démocratie a réussi. Et elle a échoué réussi. parfois aussi en Europe. Elle échoue beaucoup en Europe en ce moment. Non, elle échoue électoralement, mais elle a réussi dans son programme social-démocrate, c'est-à-dire la sécurité sociale, l'école, l'hôpital, etc. Elle a réussi les retraites, elle a réussi ce qui était son programme de base. Et même les partis de droite ont pris ce programme. Donc maintenant, il lui faut élaborer un nouveau programme. Et réinventer le socialisme du XXIe siècle. Oui, un socialisme qui tienne compte de la mondialisation, qui tienne compte des problèmes de la planète, et non pas en suivant les Verts qui veulent la décroissance, mais en faisant de l'écologie un moteur de la croissance, etc. Il y a une pensée à reconstruire. Et voilà. Et donc, Sarkozy prend beaucoup d'idées de la gauche, parce que c'est un homme pragmatique, et donc il prend des choses, oui, bien sûr. Merci beaucoup Claude Allègre d'être passé sur le plateau de France 24. Je rappelle le titre de votre livre, La science et le défi du XXIe siècle. Et c'est aux éditions Plomb. Merci, c'est donc la fin de Politique. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Merci.